Je voudrais tout d'abord remercier le Théâtre de la Colline de nous donner l'occasion de recevoir à l'Institut MK2 deux artistes aussi talentueux qu'Amos Gitaï, cinéaste israélien, metteur en scène, écrivain, et Wajdi Mouawad, écrivain né au Liban, metteur en scène et comédien. Actuellement sur la scène du Théâtre de la Colline, vous pouvez découvrir le très beau spectacle House d'Amos Gitaï, grâce auquel nous sommes réunis ce soir. Amos Gitaï et Wajdi Mouawad ont en commun de se saisir du plateau pour questionner l'histoire, des histoires singulières, des trajectoires de vie marquées par l'exil et la guerre, des histoires personnelles aux résonances universelles, incarnées dans des récits qui se multiplient et se croisent, des dialogues qui résonnent les uns avec les autres, des images puissantes et libres qui forment un tissu riche en signification, un théâtre où les mots tentent de répondre à la réalité complexe et violente de deux pays voisins, le Liban et Israël. Ils proposent tous deux un théâtre d'une grande intensité poétique et politique, un théâtre qui préfère le doute aux certitudes, un théâtre à la fois symbolique et concret, où s'enchevêtrent la mémoire et les faits, les émotions et les situations. C'est un théâtre courageux qui met les identités en crise, fait dialoguer les langues et les cultures. Tous deux sont passés par les épreuves de la guerre et de l'exil, qui les guident vers la création et la vie, au-delà des douleurs et des désespoirs qui se transmuent dans leur création en humanité partagée. Tous deux célèbrent les puissances de la parole, de la voix et des corps. Tous deux s'approchent de la vérité et de la justice sans jamais rien simplifier ou réduire. Il y a une parenté secrète entre Racine carrée du verbe être, la dernière création si puissante de Wajdi Mouawad, qui interroge les possibles, et House, cette si belle architecture de parole et de témoignage qui cherche à bâtir un monde commun dont l'équilibre toujours fragile reste à trouver. On va leur céder la parole. Merci à vous deux d'être présents ce soir. Il y aura donc 1 heure de dialogue suivie d'une demi-heure de questions. Et par ailleurs, je voudrais vous signaler que Amos Gitaï fera une masterclass la semaine prochaine. Je ne sais plus la tête en tête, mais c'est le 28 mars. Voilà, ici, dans la même salle. Et que vous pourrez voir les films qui sont à l'origine du spectacle d'Amos Gitaï au MK2 Beaubourg le 1er avril. Et je crois qu'ils sont aussi diffusés à Beaubourg. Alors, je n'ai pas la date en tête, mais les dates sont sur les programmes de la Colline. Merci encore à la Colline pour nous avoir donné l'occasion de cette si belle soirée. Je vous souhaite un bon moment. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par cette phrase tirée du Talmud qui dit là une chose très simple qui m'a toujours marqué et qui m'a beaucoup guidé aussi. Et vous allez voir, c'est une question qui va nous lier toute la soirée. Cette phrase dit la chose suivante. En fait, ce sont deux questions qui se suivent. La première question dit qui témoignera de moi, sinon moi? À cette question, on répond par une question. Et la réponse est donc celle-là. Donc, qui témoignera de moi, sinon moi? Réponse. Mais en témoignant que de moi, suis-je encore moi? Alors, il y a dans cette question du témoignage quelque chose qui est central dans le travail de Amos, qui me touche particulièrement et autour duquel on va tourner dans ce dialogue qu'on va avoir ensemble. Alors, je vais commencer d'une manière très simple, rappeler que le spectacle qui se joue en ce moment à la Colline, qui s'appelle House, est d'une manière ou d'une autre, et peut-être que Amos me corrigera dans les termes, la 4e étape, dans la 4e étape artistique. Pourquoi 4e? Parce qu'en 1980, Amos réalise un film qui s'appelle La Maison, autour de l'histoire d'une maison conflictuelle à Jérusalem-Ouest. Et il filme les travaux qui ont cours dans cette maison. Voilà. Et 17 ans plus tard, il va y revenir à travers un second film qui va s'appeler Une maison à Jérusalem.
Donc 17 ans plus tard, les enfants ont grandi, les enfants de cette maison ont grandi, ceux qui ont vécu, certains sont morts, d'autres sont partis, d'autres vont revenir, etc. Mais la maison reste conflictuelle, elle reste évidemment un lieu de conflit, de problématique, de par sa position géographique. Et puis, en 2005, Amos y revient de nouveau avec un troisième film qui va s'appeler News for Home, News for House, From House. Et puis, pareil, voilà, des années sont passées, et puis la maison est toujours une maison conflictuelle. Et aujourd'hui, sur le plateau de la colline, il y a cette quatrième étape. Et la question que j'ai envie de te poser d'abord, Amos, est la chose suivante. Le cinéma et le théâtre sont en apparence très proches, mais rien n'est plus éloigné du cinéma que le théâtre. Le cinéma, au cinéma, on est pris avec le réel. Quand on filme un arbre, un vrai arbre, qui est un vrai arbre dans la vie. Quand on filme le ciel, on filme vraiment le ciel. Quand on filme une table, on est pris avec le réel. C'est très difficile au cinéma de passer par le symbolique. Certains réalisateurs s'y sont essayés, mais c'est compliqué. Alors qu'au théâtre, on n'est que dans le symbole. Je peux décider, je sais pas, je peux montrer une chaise en bois et dire très sérieusement que c'est un arbre. Et 800 personnes, adultes et consentantes, vont accepter que cette chaise est un arbre, et personne ne se lèvera en disant « mais non, monsieur, c'est pas une chaise, c'est pas un arbre, c'est une chaise ». Donc le théâtre est beaucoup plus proche de la peinture, d'une certaine manière, alors que le cinéma a peut-être beaucoup plus de liens à faire avec la littérature. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le théâtre? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie, pour cette quatrième étape, et je pose la question vraiment profondément, est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait au cinéma qui t'a permis de toucher par le théâtre? Est-ce que parce que tu as eu le sentiment que tu as été au bout de quelque chose au cinéma qui fait que tu as eu envie de faire cette quatrième étape au théâtre? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu envie, non pas de faire un quatrième film, mais de faire une pièce de théâtre? Est-ce que ça a un lien avec le sujet ? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cheminement qui t'a amené à... Est-ce qu'il y a quelque chose qui manquait dans le cinéma? Est-ce que... voilà. Si tu pouvais nous éclairer un peu sur ta démarche, sur cette quatrième étape. D'abord, je suis ravi de trouver avec toi, my dear. J'admire beaucoup le travail de Wajdi. C'était une grande geste d'amitié. Qu'il m'a dit, viens à ma maison, la colline. On est très très content de l'équipe. C'est vraiment une très belle expérience. Alors, il faut commencer par ça. Alors, la question, je dis, comme tu sais, que peut-être quelques-uns le savent, moi je suis simplement un architecte. Je n'ai pas passé même pas une heure d'école de cinéma, et bien sûr pas de théâtre. Ma chère mère qui ouvre le spectacle que tu as vu tout à l'heure, pour elle le théâtre c'est le vrai art, le cinéma c'est ok, tu vois, alors je le dois à ça. Mais je trouve que mon travail il est surtout un geste civique, Alors comme je trouve que la house, la maison que j'ai fait il y a 43 ans, qui était censurée par la télévision en Israël, qui m'a amené de façon indirecte en France. Aussi, comme j'ai fait cette film il y a 43 ans, alors j'avais et même si je le regarde maintenant, j'ai un rapport ambigu. Parce que comme cinéaste, je suis fier, je trouve que le film, il a bien vieilli, on peut le voir aujourd'hui. Comme citoyen de cette région, je suis triste. Parce que je dis que les choses que le film évoque, on n'est pas avancé. On est peut-être en fait de grandes marches arrière. Alors la demande civique de reparler des destins de cette série de personnages, il devient nécessaire. Alors, tu m'as demandé pourquoi théâtre et pas cinéma.
Je crois que comme j'ai fait effectivement une trilogie pendant un quart de siècle sous cette même maison, et le troisième volet, il parle de diaspora palestinienne, parce que la majorité de ces chapitres, il ne passe pas à Jérusalem, il passe à Amman. Je crois que la maison, d'ailleurs, je ne veux pas qu'on passe toutes les soirées avec des citations talmudistes, mais il y avait une très belle histoire d'un rabbin qui racontait que finalement les seules choses qui restent de l'histoire, c'est-à-dire la maison, il n'est pas valable, les habitants, ils ne sont plus là. Alors on ne peut pas faire un film à nouveau. Bon, ça c'est une réponse. Le deuxième, que j'ai commencé à aimer beaucoup l'expérience théâtrale, le rapport direct au public, le fait qu'on a de vrais personnages sur stage, et même de réunir ce groupe de gens qui sont actuellement, qui jouent pas très loin d'ici, qui sont en partie des comédiens palestiniens, des comédiens israéliens, des musiciens iraniens. C'est-à-dire que le plateau devient aussi un lieu de raconte. Et même cet effet-là de parler avec des propositions artistiques entre Israéliens, Palestiniens, Iraniens, avec des grands comédiens français, avec des musiciens et tout ça, je trouve que c'est une expérience unique que le théâtre nous donne. Et aussi, comme j'ai été seulement formé comme architecte, je sens très libre. Je peux faire du théâtre, je peux faire des films, je fais des fois des expos, je travaille sur mes archives, je fais des livres. Je n'ai pas été indoctriné avec aucune discipline, etc. Et cette sens de liberté, maintenant, dans les phases que je suis, parce que je suis né en 1950, j'ai passé la guerre de Kippour, et j'ai dans une phase de mon travail que je sens très libre. Je peux faire une pièce de théâtre, je peux faire un film, je peux faire un expo. Et cet exercice intellectuel de transposer un projet sur des médiums variés m'intéresse. J'ai fait cette chose aussi sur le projet d'assassinat de Rabin, qui était un documentaire, après un film, après un spectacle, après un expo. C'est-à-dire que là, tous les médiums, ils sont légitimes, et le théâtre, c'est une formidable expérience. Merci. Est-ce que tu te sens parfois, par exemple, si on prend un réalisateur qui fait une œuvre, je vais citer un grand maître, mettons Bergman. Voilà, Bergman a son œuvre, et bien sûr on tire les fils des thèmes qu'il va aborder, mais on parle de son œuvre d'une certaine façon souvent déconnectée des contextes politiques dans lesquels il l'a créé. Quand on pense à Bergman, ou quand on pense à Fellini, il peut y avoir bien sûr des lectures politiques qui sont faites à partir de leurs œuvres, mais on les regarde beaucoup du point de vue artistique seulement, on va dire, je dis seulement, c'est-à-dire on dira quand même la liberté, etc. On sent qu'ils ne sont pas toujours lus à travers la situation politique de la région d'où ils viennent. Comment tu te sens? Je te pose la question parce que c'est une question évidemment qui moi aussi m'intéresse. Comment tu te sens à partir du moment où tu as l'impression que même si tu faisais un film sur une recette de cuisine, le public va nécessairement, parce que tu es un réalisateur israélien et que l'actualité est ce qu'elle est, on va regarder cette recette de cuisine même comme une métaphore. Enfin, on va te ramener nécessairement toujours à ça. Qu'est-ce que c'est que d'être, d'une certaine manière, un artiste prisonnier d'un contexte plus grand que lui? Je trouve que c'est une excellente question, parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi dans ce spectacle tu ne parles pas des manifs actuels à Tel Aviv, etc. Tu vois. Alors, j'admire beaucoup d'ailleurs les manifestants à Tel Aviv contre ce virage de Netanyahou et ses copains vers un régime autoritaire. Alors, j'ai beaucoup d'admiration à cette créativité et cette tenace des manifestants. Mais comme tu as dit, comme on est enfant de cette région, qu'il est toujours un drame ou un autre,
Et on ne peut pas être piégé par cette histoire. C'est-à-dire il faut qu'on... Et d'abord, si on ne veut pas faire une chose trop politiquement correcte, trop manichéen, etc., il faut qu'on conserve aussi l'autonomie des projets théâtraux ou artistiques. De toute façon, ouais, moi je dis toujours que je ne trouve pas que l'art change le réel. Il y a les gens qui pensent que si on fait un spectacle ou un film, on va changer le réel. Je crois qu'ils ont tort. Moi, je n'aime pas le film de Michael Moore, par exemple, parce que je trouve qu'il est trop manipulateur. Tu vois. Moi, j'aime que mes spectatrices ou spectateurs deviennent interprètes, pas consommateurs. Et je trouve aussi que les meilleurs films que moi j'ai vus dans ma vie, ou des spectacles, commencent comme le film est terminé, ou le spectacle est terminé. On promène avec des images, avec des discours, avec des fragments. Il faut qu'on recompose cette juxtaposition des discours. Et ça, c'est un travail que j'adore. Si je vois un film de Pasolini, il y a toujours un aspect qui demande mon intervention pour approprier ce film. Alors, je trouve que l'art n'a pas changé le réel. Le Guernica de Picasso, il n'a pas changé le réel. Franco et le fasciste italien sont restés au pouvoir très longtemps. Mais le Guernica laissait un trace dans la mémoire. Et ce n'est pas rien. C'est pas rien. Parce que ça laisse... Notre travail, il laissait des traces et provoquait des questions. Et comme tu as cité la tradition juive, même si certains juifs oubliaient cet aspect-là, s'il n'y a pas de mémoire, il n'y aura pas ce groupe de gens. Toute leur existence est due à la mémoire. Alors je trouve qu'il faut garder des traces, il faut garder des mémoires, il faut troubler l'esprit tendre de mes compatriotes des fois, tu vois. Et si je fais un travail, par exemple, sur l'assassinat de Rabin, c'est pour qu'il reste une trace de ce drame. Il y a plus qu'un quart de siècle d'assassinat de Rabin qui a décapité une certaine option pacifique du Moyen-Orient. Alors c'est une démarche sur la mémoire, pas sur les... on n'est pas un reporter à chaud, même si la région inspire notre travail, je crois, non? Oui. Est-ce que tu éprouves... Est-ce que tu as l'impression que les films que tu fais, les pièces que tu crées, les expositions que tu conçois, les livres que tu fabriques, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont adressés, malgré toi, toujours au fond aux Israéliens ou on va dire, aux Israéliens ou aux Juifs, ou c'est plus large? Ou est-ce que, au fond de toi, je te pose la question parce que je me rends compte, moi qui, voilà, je vis en dehors du Liban depuis l'âge de 10 ans, mais tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait, je le fais toujours en imaginant qu'il y a un Libanais dans la salle. Et ce que je fais, je le fais un peu pour lui. Mais évidemment, ça fait 30 ans que je fais du théâtre, pas avec des Libanais, sauf dernièrement. Et en général, je joue devant des spectateurs qui sont majoritairement pas libanais. Donc l'exil, il est à double titre. C'est-à-dire il y a l'exil territorial, personnel, mais il y a aussi l'exil de l'adresse. C'est-à-dire je travaille avec des acteurs qui n'ont pas ma langue maternelle et je m'adresse à un public qui n'est pas le public qui a vécu ce que j'ai vécu. Donc il y a toujours un... Mais malgré moi, il y a toujours cette idée que je me dis toujours, il y a peut-être un Libanais. Et même pour le dire encore plus précisément, je me dis, il y a peut-être mon frère qui sera dans la salle, mon vrai frère à moi. Donc peut-être par le plus grand hasard, il a pris un avion de San Diego sans me le dire, il a acheté un billet sans me le dire, il est assis dans la salle sans me le dire. Et puis bon, évidemment, ça n'arrive jamais, mais je me dis, voilà, est-ce que toi, tu as au fond de toi aussi le sentiment que même si tes pièces, tes films sont présentés partout, tu fais des expositions en Italie, partout, les pièces de théâtre... Est-ce qu'au fond, tu as en tête un spectateur qui serait israélien ou alors un spectateur qui est juif dans la salle et à qui, au fond, tu t'adresses? Moi, non. Et d'ailleurs, tu sais, moi, je dis souvent là, dans le festival de films, les gens me disent, qu'est-ce que les gens en Israël ont dit sur ton film?
Okay, c'est chaque fois. Je dis, il y a certains qui sont aimés, les autres pas. Et basta, on finit l'histoire. C'est-à-dire, comme je ne crois pas aux idées des peuples élus, parce que pour moi, tous les peuples, ils sont élus, je ne vais pas donner aux Israéliens les droits, et d'ailleurs, c'était comme j'ai refusé la censure israélienne sur le film d'origine de notre projet ensemble House, même il y a 43 ans, c'est une époque que j'ai fini mon doctorat d'architecture à Berkeley, je rentrais à Israël et j'ai fait ce film et c'était un drame, j'étais viré de la télé, etc. Ça ne m'a pas trop impressionné. Je te dis, écoute, j'aime ce pays, il me touche, il y a aussi des gens formidables. C'est un pays schizophrène, comme beaucoup de bons pays schizophrènes. Il y a des gens délicats, intelligents, sophistiqués, et des brutes, kitsch, brutales, dans le même corps. Okay? Mais il y a aussi des gens formidables. Il y a aussi, comme le lait de ma mère que tu as vu tout à l'heure, il y a des paysages qui sont inscrits dans ma mémoire. La beauté de Monte Carmel, le coucher de soleil, les choses comme ça, physiques, sensuelles. Alors, j'ai un attachement, mais ça ne dit pas qu'a priori, je vais être dupe de leur jugement. Je refuse d'être dupe à leur jugement. Aussi, je trouve, Wajdi, que le meilleur hommage qu'on peut faire à notre patrie, c'est d'être critique. Et comme tu as commencé par citer des textes bibliques, je crois que la grandeur de l'Ancien Testament, que c'est un texte critique. C'est-à-dire, la Bible, il nous dit que le roi David, le roi le plus célèbre, c'était un type immoral. Parce que comme il a désiré Bethsabée, il a envoyé son mari d'être tué dans la guerre. Et l'écrivain biblique, il a mis ça on the record pour le futur DNA, ADN de futures générations. On peut être critique, il faut être critique vers le pouvoir. Alors, des fois, je cite ça comme j'ai fait Kadosh, par exemple. Alors, j'avais discussion avec des rabbins, je leur dis, moi, je l'ai lu, le texte biblique, parce que je ne suis pas religieux du tout, mais je trouve que c'est un grand texte. Mais les leçons que ce texte, il nous dit qu'il faut avoir un regard critique. Et le regard critique, il a une sorte de hommage qu'on fait à cette civilisation. Je trouve que c'est mon rapport avec Israël, c'est-à-dire je suis critique, mais pas hostile. Parce que je ne suis pas dans l'angélisme non plus. Je trouve qu'il n'y a pas d'angélisme. Le conflit du Moyen-Orient, c'est un conflit terrible qui dure presque 100 ans. Il n'est pas strictement entre les gens angéliques et les, si on peut dire vulgairement, les salopards. Ils sont tous les deux un peu les deux, peut-être de proportions pas symétriques. Actuellement, c'est Israël qui occupe des territoires palestiniens, il faut dire. Mais je trouve que si on rentre dans l'idée d'angélisme un peu kitsch, on prolonge le conflit. Et par exemple, les comédiens, les trois grands formidables jeunes générations de comédiens que tu as invité avec moi d'être ici, ils parlent de cette question, de ce dilemme. Je trouve d'ailleurs c'est universel, c'est pas seulement Israël ou Israël-Palestinien. Je trouve que des fois, je sens à Europe que des fois, des pays européens, ils ont une sorte de regard exotique sur ce conflit. Et là, j'ai envie de dire, écoute, il y a 70 ans, l'Europe a réussi de brûler tous les continents après 2 guerres terribles, avec des dizaines de millions de morts. Alors, nous, on est encore modestes, et heureusement. Cet aspect critique dont tu parles, et si on reste dans un aspect un peu biblique, parce que moi ça m'intéresse, pour faire une histoire courte, donc il y a un peuple, à un moment donné, il passe une alliance avec un dieu, en disant voilà, nous allons faire une alliance ensemble, et cette alliance elle est renouvelée à 3 reprises jusqu'à ce que, alors là avec un en particulier, Moïse, il y a une loi carrément qui est donnée, puis voilà, il y a une vraie alliance qui est passée entre un dieu et un peuple. Bon. Arrive ensuite
il faut faire un peu régulièrement un état de l'alliance, où en est l'alliance. Et la manière avec laquelle j'ai souvent lu ça dans l'Ancien Testament, c'est que les prophètes arrivaient, ce qu'on appelle un prophète, moi j'appelais ça quelqu'un qui vient faire un état des lieux sur l'alliance. Et souvent, elle est mal menée, quoi. L'alliance, on la trompe, elle est trompée, elle est trahie, etc. Et donc le prophète arrive, il dit, écoutez, là, non, c'est pas, non. Et j'aime beaucoup les textes prophétiques parce qu'ils sont très violents. Et Amos, c'est un le plus violent. Hein. Oui. Et donc, je me demande, est-ce que d'après toi, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te voir un peu comme un prophète, c'est-à-dire quand je dis un prophète, on entend dans le mot prophète, c'est tellement compliqué parce qu'on a l'impression que c'est celui qui voit l'avenir, mais pas tant que ça. Plutôt, si on dit le prophète, c'est celui qui regarde où en est l'état de l'alliance pour avoir une vie élevée, une vie entre humains, être capable de vivre ensemble. Est-ce que pour toi, l'artiste, à travers les œuvres qu'il fait, à travers ce que tu appelles un regard critique, qu'est-ce que ça veut dire avoir un regard critique? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça serait en fait prendre le relais de ce qu'on pouvait appeler les prophètes en disant là on est complètement à côté, quoi? Écoute, c'est extrêmement agréable. Non, moi je trouve que tu sais, les choses que j'adore dans les textes des prophètes, c'est que d'une façon structurelle, je crois que le prophète, il a déjà intégré sa propre déception d'efficacité de son position. Il dit des choses dures, nécessaires sur les injustices sociales, sur les pauvres, mais c'est déjà, il a, dans tous les grands textes, de très grands prophètes, les textes ils sont aussi en beauté incroyable. Tu vois. Aussi, si on lit l'hébreu, les langues d'origine, c'est magnifique. Et si tu veux, je te donne un exemple de rapport de langue aussi. Mais il y a aussi une sorte de dire, écoute, moi je fais ça pour enregistrer une trace, scratcher une trace dans la mémoire collective, mais c'est possible qu'ils vont faire des conneries et que ça va finir comme ça. Et c'est tout. C'est-à-dire, dans les grands textes prophétiques, il y a vraiment cette assumption, cette intégration de sa propre, comme je dis, la non-efficacité de sa position. Et aussi, les prophètes, ils sont souvent le roi, il prend ça très mal, etc. Je trouve que la grandeur de ces textes-là bibliques, on peut dire, il y a certains qui sont quelques milliers d'années, il n'y a pas de technologie, il y a que les rédactrices ou rédacteurs en chef de Bible, ils ont décidé de ne pas éliminer les textes critiques, et ça je trouve formidable. Parce qu'on peut imaginer que certains textes étaient édités par les éditrices ou éditeurs des maisons de David, par exemple, mais il a dit oui, même si on est payé par les maisons de David, on va laisser ce texte sur les rois immoraux. Et c'est quand même, c'est pas Shakespeare, c'est un texte avec des valeurs religieuses. Alors la religion, elle a toujours des pouvoirs supplémentaires que les grands écrivains comme Shakespeare. Alors ça, je trouve extrêmement important. C'est-à-dire que cet ensemble de textes, il laisse les... Et après, la beauté de certains textes bibliques, pas tout, mais certains textes bibliques, c'est l'intégration d'aspects sonores. Tu vois, par exemple, le livre de la Genèse, qui est comme un grand artiste, tu sais que notre travail commence toujours, et j'ai expliqué aux comédiens, par les chaos. Comment on dit Tohu Tohu. Oui. Tu vois, la Genèse dit que le cosmos était créé parce qu'il y avait... Et nous, quand on commence un geste artistique, ou création de théâtre ou de cinéma, on a besoin d'être dans une sorte de vide, avec une énorme liberté de composition. Et c'est enregistré dans cette
texte qui est en train de simuler comment le cosmos s'est créé. Après, le premier geste, c'est la lumière. Et petit par petit, l'articulation de ce cosmos. Alors, il y a et je trouve qu'il ne faut pas que nous, on travaille dans un contexte moderne. C'est pour ça que j'aime beaucoup les gestes de Pasolini ou des cinéastes brésiliens comme Glauber Rocha, qui a dit on va re-challenge les grands textes des grandes cultures. On ne va pas dire que nous, on travaille strictement sur les surfaces contemporaines. On peut réintégrer des textes bibliques et autres, Hammurabi, Mésopotamie, etc. La Bible, d'ailleurs, le premier chapitre de la Bible intègre beaucoup de mots qui arrivent de cultures pré-judaïques, de Mésopotamie. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette couche archéologique des langues qui existent dans les langues que c'est écrit. Et pour revenir à ta première question, je trouve qu'il y a toujours une distinction entre le cinéma documentaire, le théâtre et le cinéma de fiction, parce que pour moi, le cinéma documentaire, il est une sorte de site archéologique, mais il faut que notre démarche va être très délicate, c'est-à-dire si on utilise trop de bulldozers dans un site archéologique, on va pas. Alors il faut être très délicat pour pas casser le porcelaine, etc. Alors je dis que le travail documentaire, il est archéologique, on découvre couche après couche, et le travail de fiction, il est architectural. On a une idée, on va construire. Et le théâtre, il y a dans quelque façon un dialogue entre les deux médiums. Merci. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression surtout que la plupart du temps, tu vis à l'extérieur d'Israël et tu travailles surtout à l'extérieur d'Israël. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Enfin, j'ai l'impression que tu es surtout un artiste du monde, bien que les films, tu peux tourner beaucoup en Israël, mais j'ai l'impression qu'en termes de coproduction, en termes de diffusion, en termes même de présence physique, tu es souvent ailleurs. Qu'est-ce que c'est cette position? Est-ce qu'elle fait partie d'une position critique aussi? Moi, je suis... C'est-à-dire la majorité de mes films, je tourne à Israël parce que je suis très attaché à cette histoire. Et aussi, j'aime beaucoup mes équipes qui sont très flexibles, qui sont très créatives, qui sont très engagées, on peut dire. Qu'il y a de multiples personnes, il y a des comédiens israéliens, palestiniens, des Européens, etc. Alors j'adore tourner mes films là-bas. Des fois, parce que tu sais, même point de vue biographique, ma mère, elle est née à Tel Aviv, la même année que Tel Aviv était créée, c'est-à-dire 1909. Et mon père, il a grandi en Allemagne, il était architecte de Bauhaus, il était élève de Mies van der Rohe, de Kandinsky, alors lui, il est européen par existence. Ma mère, c'est un sabra par excellence, un israélien. Mais même ma mère, comme elle avait 18 ans, ou 19 ans, on parle de 1929, elle a senti que c'est trop provincial. Et avec des copines, elle était allée à Vienne pour voir Freud. Tu vois, alors, ces gens-là, ils perdent rien. Alors, des fois, chez moi, il y a un amour à la culture européenne, etc. Et des fois, j'ai besoin de cette punch, de cet aspect non formel que je trouve que, comme je tourne à Israël, j'aime l'aider. Et c'est les proportions, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai resté très longtemps à Israël. J'étais aussi envie d'être proche à mon fils. À Tel Aviv. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire cette année. J'aime ce voyage vers l'inconnu, ça m'intéresse. Comment est-ce que une idée te vient pour un sujet? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui te, par exemple, tu as des choses que tu as en tête depuis longtemps, mais
tu as des sujets qui te tournent en tête et puis à un moment donné, il y en a un qui s'arrête et tu te dis tiens, je vais réaliser celui-ci, je vais travailler sur celui-là. Ou est-ce que c'est plutôt au moment où une idée te vient, hop, il faut que tu la fasses. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te donne envie de te dire tiens, je vais investir de l'énergie, des équipes, de l'argent dans cette idée-là? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe et qu'une idée attire ton attention? C'est très différent. Par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Kippour, qui est sur l'histoire de la guerre de Kippour. Alors, moi, j'étais dans un hélicoptère de sauvetage pendant la guerre. Cette année, on marque 50 ans de la guerre. Et l'hélicoptère que j'étais dedans était touché par missiles syriens. Et mon copilote, qui était grosso modo comme la distance entre nous, était décapité. Alors, il y avait beaucoup de blessés. Et moi, ça fait partie de mon formation pour créer ma propre univers, je crois, cette expérience. Cette expérience peut casser complètement. Et j'ai des copains qui sont été perdus. Et si on essaie d'interpréter cet événement avec... sans complaisance, ça peut-être peut devenir un peu plus solide. Alors, pour revenir, cet événement, il est en 1973, et le film que j'ai fait sur Kippour était présenté au Festival de Cannes dans l'année 2000. Alors, dans tous les comptes possibles, 27 ans pour écrire un scénario, c'est très long. Alors, et après, alors par exemple, cet projet-là, tout de suite après la guerre, je n'étais pas envie de parler de la guerre. Et même mes copains très proches, ils ne savaient même pas j'étais dans cet hélicoptère. Et c'est seulement, des fois, il y a un événement déclenchant qui lance le projet. Comme il y avait, dans cette époque que je commençais à préparer le film, une sorte de rapprochement, une sorte de période plutôt optimiste, que peut-être le Moyen-Orient va être une zone plus pacifique. Alors je me suis dit, bon, comme on va peut-être la paix, il faut parler de la guerre pour ne pas oublier qu'est-ce que c'est la guerre. Alors, mais ça a pris 27 ans, qui est très long. Mais il y a des projets là, je tournais un film qui est inspiré des rhinocéros de UNESCO, parce que je trouve qu'il faut parler de conformisme, etc. Mais c'est très inégal, je trouve. Et là, en ce moment, par exemple, qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne encore, mettons, de la situation dans laquelle... Qu'est-ce qui t'étonne? Parce que, je veux dire, après toutes ces années, on pourrait se dire qu'il y a... Voilà, ok, on s'ennuie maintenant même, tellement c'est débile. Mais est-ce qu'il y a encore quelque chose qui t'étonne? Non, je te donne un exemple, même si c'est devant tout le monde, que j'étais étonné de ta proposition, généreux, que tu m'as dit, Amos, viens faire house chez moi, ok? C'était formidable, parce que j'étais envie de ce projet, mais pour faire le théâtre, le cinéma, on a besoin d'être accueilli, de travailler, parce que c'est un travail délicat. Alors, le raconte humain, j'adore. Et je trouve que tu sais le terme latin, carpe diem, c'est-à-dire seize the moment, il faut faire, c'est-à-dire il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire s'il y a une bonne occasion de faire un bel projet, je pars. Tu vois. Des fois, je refuse de faire des projets parce que je trouve que ça ne va pas être très intéressant, ou ça ne me touche pas. Je n'ai jamais fait un film publicité, etc. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on essaie de contaminer notre énergie. Il faut qu'on reste en bonne énergie, qu'on va à la prochaine battle. Une dernière question, peut-être avant de passer la parole à la salle. Comment est-ce que s'est fait le travail autour de House pour arriver à la dramaturgie? Comment tu en es
Est-ce que tu avais un texte au départ qui était un montage et à partir duquel tu as travaillé? Est-ce que ce texte a changé pendant les répétitions? Comment tu as basculé comme ça du cinéma au théâtre? Comment ça s'est fait? À partir de quels documents, de quels écrits? Alors, d'abord, il faut dire que la majorité des textes qu'on voit dans le spectacle, ils ont été créés par les gens des films documentaires. Et si vous voulez venir voir les films documentaires, c'est le Festival de Réel. Et le week-end prochain, ils montent tous les 3 films. Excuse-moi, est-ce que tu penses que c'est intéressant de voir le spectacle après avoir vu les films ou pas nécessairement? C'est pas obligatoire, à mon avis. On peut voir dans le sens inverse aussi. Mais je trouve que j'avais une chance vraiment que les différents personnages de cette maison étaient déjà incroyables et avec une capacité d'articuler leurs positions variées d'une façon très forte. Si c'est des tailleurs de pierre palestiniens, si c'est les propriétaires d'origine palestiniens, si c'est les gens les promoteurs, etc. C'est-à-dire il y avait des séries de gens, et ça c'est vraiment un coup de chance, qui sont assemblés sur cette maison réellement et qui produisent une grande majorité de textes. Après, il y a quelques textes qu'on a ajoutés. La question était plutôt la question que tu as posée, c'est-à-dire de restructurer. Alors, comme j'avais une banque, on peut dire, de dialogues, de trilogies, d'abord, on a transcrit dans toutes les langues, c'est-à-dire il y a l'hébreu, il y a l'arabe, il y a le français, il y a l'anglais. On a transcrit tous les textes. Et après, Marie-Josée, qui a travaillé avec moi beaucoup, il a dit qu'il y a un moment donné, ici, chez toi, que j'ai décidé de confronter des textes. Conceptuellement, j'ai décidé que ça va être des séries presque des monologues. Parce que je trouve que les tragédies des conflits israélo-palestiniens dans le stade actuel, qu'il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que chacun, avec son vérité, avec son histoire, avec ses tragédies, la Nakba, les Shoah, etc., il n'y a pas de dialogue. Et si on ne va pas arriver le moment de dialogue, on ne va pas avoir la paix. C'est pour ça le seul moment bref qu'il y avait de dialogue, c'était l'époque Rabin, dans laquelle il y avait des commissions israéliennes et palestiniennes ensemble qui traitaient tous les sujets, Jérusalem, les frontières, les droits de retour, tout était mis sur la table. Et comme cette phase-là a été décapitée, sans faire d'angélisme non plus de Rabin, etc., mais c'est quand même été un effort sérieux, ça c'est fini. Et maintenant encore pire, c'est-à-dire que chaque côté, il est vraiment avec ses vérités légitimes. Mais la paix, c'est comme, pour moi comme l'amour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'acceptation de l'autre. S'il n'y a pas de l'acceptation, ce n'est pas un amour, c'est une autre chose. Si c'est unilatéral, et s'il n'y a pas l'acceptation de l'autre, ce n'est pas la paix. Et on ne peut pas faire la paix d'une façon unilatérale. Même l'Europe, elle sait qu'après la Première Guerre mondiale, les Français ils ont essayé d'imposer un accord sur les Allemands. Le résultat, on a eu Hitler. Alors, il n'y a pas. Ce n'est pas une phase qu'on peut passer, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut solliciter. Et cette chance de travailler ici, hors territoire, c'est-à-dire effectivement, c'est bien que ça passe à Paris et pas à Tel Aviv ou ailleurs, avec 3 gens comédiens palestiniens, avec des Israéliens, avec des Iraniens, etc., dans un territoire neutre, l'expérience d'effectivement faire une fusion de cette formidable. Est-ce qu'il y a un personnage, enfin une personne, je veux dire, parce qu'on dit personnage, mais ce sont des gens qui existent, qui ont existé. Est-ce qu'il y en a un au cours de ces années, depuis 43 ans, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a particulièrement touché? Moi, j'aimais beaucoup la famille Dajani, la famille palestinienne. Et je trouve que, et je comprends même aujourd'hui pourquoi le film était censuré il y a 43 ans. Parce que le film, il est très calme. Ce n'est pas un film hystérique. Le film que j'ai, House. Parce que le fait que les tailleurs de pierre, Ole Dajani, il parle d'une façon douce, etc., il
il fait un challenge d'une conception de suprématie d'un groupe sur un autre. Alors, la famille d'Adjani, comme on a gardé de bonnes relations, c'est-à-dire j'ai fait le premier film, après le deuxième, et comme j'ai demandé d'aller à Amman, ils ont appelé les familles à Amman, il a dit, bon, Amos Gitaï, c'est quelqu'un fréquentable, vous pouvez l'y voir, et voilà le troisième film. Est-ce que vous, j'imagine qu'il va y avoir un micro qui va se promener dans la salle, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont envie de poser des questions que je n'ai pas posées? Tenez, en attendant peut-être que quelqu'un lève la main, je pose une dernière question qui est un peu une question particulière. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Je trouve que tout est clair. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions que j'ai manquées, que vous avez envie de poser, n'hésitez pas. Bonsoir et merci à tous les deux pour ce beau dialogue. Et j'ai une question à Amos Gitaï. Désolée, c'est encore une question sur les conflits. Mais on a parlé beaucoup de ça, donc c'est un peu inévitable. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il pourra y avoir... disons, l'idée des deux étages, je pense qu'elle a un intérêt pour des bons. Et est-ce que ce serait possible, selon vous, qu'un jour, dans 50 ans, 20 ans, 100 ans, je ne sais pas, il y aura une seule pays, un pays comme les autres, où il y a des gens des différents, enfin, comme la plupart des pays européens maintenant, où il y a des gens des différents origine, religion, voilà. Est-ce que et que ce sont tous citoyens au même titre? Voilà. C'est une question un peu naïve. Franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire, moi j'ai fait une fois une interview avec le maire de Nablus. Je lui ai demandé une question un peu différente. Je lui ai dit, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Et j'ai beaucoup aimé sa réponse. C'était à Nablus. Il m'a dit, Amos, c'est trop luxueux d'être pessimiste. On ne peut pas permettre. Bonsoir. Moi, j'avais une question pour continuer un peu dans la comparaison entre votre cinéma et le fait de passer au théâtre. Et j'avais notamment vu un film de vous, dont je me souviens plus du nom, mais qui se passe à Haïfa, où vous filmez des couples. Et j'avais été vraiment très marquée par la proximité que vous aviez avec ces couples et tout l'espace que vous laissez à ces personnages pour s'exprimer. Et je voulais savoir si ça peut influencer un peu votre façon ensuite de passer au théâtre. Comment ça se passe avec les acteurs? Est-ce que vous leur laissez aussi plus de place à eux pour leurs histoires? Ou est-ce que vous arrivez beaucoup plus avec un scénario quand vous faites du cinéma documentaire? Non, je crois que si je n'ai pas tort, vous parlez de Wadi, non? Wadi? Non, je me souviens de cette... c'est l'époque que j'étais étudiant d'architecture. J'ai découvert cette Wadi, cette vallée, c'est une sorte de faille dans le Mont Carmel, qui avait des familles mixtes. Et c'était une sorte de shelter, une sorte de refuge des gens. Et je me souviens que j'avais un directeur de photo que je lui ai dit, il faut poser la caméra là. Et d'abord, pose par terre. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait les menaces de technologie cinématographique avec les choses trop puissantes. D'abord, tu mets un petit tissu, tu mets la caméra par terre, on parle, après tu... C'est-à-dire que des fois, il faut, pour faire cette sorte de raconte, il faut démystifier les puissances des médias.
parce qu'on est habitué que la caméra, c'est un aspect très fort, c'est une sorte de fétiche contemporain. Et après, alors bon, il m'a dit maintenant, est-ce que je peux mettre sur pied? Oui, je l'ai dit mettre sur pied. Il m'a dit, mais il n'y a rien qui passe. Alors je lui ai dit, les choses qui sont en train de passer, c'est les choses qu'il faut qu'elles passent. Tu n'as pas besoin de faire de grands mouvements de caméra, etc. C'est-à-dire, des fois, il faut être très simple. Et je trouve qu'aussi, avec le théâtre, il faut... Parce que le travail qu'on fait, c'est un travail dans lequel nous, il faut qu'on arrive à solliciter le talent des autres. Et ça, d'ailleurs, j'ai appris de mon père architecte qui m'a fait promener dans les grands sites d'architecture. J'ai vu comment il parlait avec les maçons, avec les charpentiers, c'est-à-dire, si tu veux faire un bon projet architectural ou cinématographique, il faut que tu arrives à communiquer avec tes partenaires, tes créateurs, les comédiens. C'est-à-dire, il faut comprendre quelque chose sur l'univers d'où il vient. Par exemple, là, il y a un comédien qui arrive de Mérar, un village dans les Galilées. Un village c'est un comédien palestinien, qu'il y a des gens d'origine chrétienne qui sont des familles à Liban. Il y a des Druzes, il y a des musulmans. Il faut comprendre son univers pour travailler mieux. Il y a Bahira Ablasi qui est spectaculaire, qui est des familles musulmanes de Jaffa. Il y a alors il y a un acteur israélien qui est sa famille immigrée de Bagdad. Alors pour lui, c'est-à-dire si chacun il trouve aussi sa propre recherche personnelle, comme Menashe, il a toujours nié l'aspect des rapports de sa famille dans l'Orient, à Bagdad. Et avec ce spectacle, il a reconnecté à ses racines, etc. C'est lui-même qui va nourrir le spectacle. C'est-à-dire, nous, il faut qu'on regarde comme ça, on arrive à structurer, de solliciter l'aide, les talents des uns et des autres, et quand même de garder en structure. Ça, c'est notre rôle. Alors, je crois que comme effectivement, j'ai commencé avec des cinémas documentaires, après j'ai fait des fictions, que j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de mes comédiens aussi. J'ai travaillé sur certains projets avec Jeanne Moreau, avec Nathalie Portman, avec Binoche, mais aussi avec les comédiens Yael Abekassis, l'Israélien, Ronit Tukobetz, etc., etc. Et comme j'ai aucune formation, ni cinéma, ni théâtre, je suis un bon étudiant, un bon élève. Bonsoir. Je voudrais m'adresser plutôt à Wajdi Mouawad, dont je connais bien plus le travail et qui m'inspire et que j'admire. J'aurais une question par rapport à la première question qui a été posée. Qui témoignera de moi sinon moi? Excusez-moi, vous pouvez parler plus proche du micro. Oui, pardon. Qui témoignera de moi sinon moi? Je voulais vous poser une question. C'est-à-dire sur la place qu'on aurait, nous, en tant que, enfin moi en l'occurrence, en tant que femme blanche d'origine française, quelle légitimité j'aurais à raconter des histoires qui ne sont pas les miennes, parce que vous, votre parole, elle a un impact parce que vous êtes exilé, parce que vous racontez des histoires que vous nous ramenez, qui vous lient à quelque chose, à un pays, etc. Et moi, je ne sais pas comment me placer par rapport à tout ça dans mon travail, mon futur travail, etc. Voilà. Si vous avez des petites réponses à m'apporter sur ça. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je crois que, enfin, moi, c'est comme ça que je vais vous raconter une histoire. Ça va être la meilleure manière de répondre. Ça se passe au Groenland, dans un village qui s'appelle Ukatsuk. Petit village paumé.
Je sors de chez mon logeur et je décide de me promener dans le village de Okatsu. Je me promène et il y a des maisons séparées comme ça, des petites maisons posées sur le caillou, et puis il y a des glaciers plus grands que les gratte-ciel qui passent avec une lenteur majestueuse. Tout est blanc. Il est minuit, mais c'est le soleil qui est juste là au-dessus. Je suis seul. Au détour d'une maison, je trouve derrière tout est beau, tout est beau. Et voici qu'au détour d'une maison, je vois comme une sorte de petite déchetterie. Je me dis, ah bah c'est ici que les gens doivent jeter leurs poubelles, mais je me rends compte que cette déchetterie, elle est remplie de carcasses de chiens. En fait, ce sont les chiens de traîneau, quand ils ne savent plus quoi en faire, ils les jettent là. J'étais très choqué par le manque de considération affiché à ces chiens sans lesquels beaucoup de gens... Enfin, on ne peut pas vivre au Groenland sans les chiens, quoi. Et voilà, j'ai continué ma promenade et puis j'ai vu une maison qui a attiré mon attention. Donc je me suis approché de cette maison, j'ai regardé et puis je vois des livres. La maison, il y avait une bibliothèque à l'intérieur de cette maison. C'était plus fort que moi. J'ai vu ça à travers les fenêtres, donc je me suis approché. J'ai frappé, personne n'a répondu. Bon, mais j'étais incroyable, mais je sais pas, il devait y avoir au moins 1000 livres. J'étais vraiment très attiré, quoi. Et je savais qu'il n'y a pas de porte fermée à clé. Donc je me suis dit, allez, je rentre. Je suis entré dans cette maison. Petit corridor, je tourne à gauche, je me retrouve dans une pièce où il y a tous les livres. Je me suis approché, j'ai regardé tous les livres. Et puis je me suis assis. Et je me suis assoupi. Je me suis assoupi. Au bout d'un certain temps, je ne saurais pas dire combien, je me suis réveillé et en me réveillant, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme assis en face de moi qui me regardait. J'ai fait un saut avec un sentiment d'illégitimité où je n'avais pas le droit d'être là, qu'il fallait que je m'excuse. Donc j'ai dit en espèce de français, d'anglais, de français, anglais, d'anglais, français, pardon, I'm sorry, pardon, I'm sorry. Je me suis rendu compte très vite qu'il ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Et lui, il me faisait juste des gestes en me disant du calme, tout va bien. Et il me dit coffee, je lui dis ok. Il m'a apporté un café, on s'est assis, on ne pouvait pas se parler parce qu'il ne parlait pas un mot de français, pas un mot d'anglais, il ne parlait pas un mot de finlandais, groenlandais, enfin rien. Donc je lui ai juste fait des signes que j'ai vu les livres, que j'étais très curieux, que je suis rentré, que je suis vraiment désolé, il dit pas de problème. Et puis j'ai fini mon café, je me suis levé et je suis sorti. Et j'étais très ému par ce qui venait de se passer, par l'accueil, par ma capacité à ne pas accepter l'accueil. Et puis je me suis dit une chose en marchant. En fait, on entre dans l'écriture que par extraction. C'est par effraction. On entre là où on n'a pas le droit. On entre parce que quelque chose nous attire, point. Et qu'on n'a pas à demander la permission. On n'a pas à demander la permission de parler de ce que l'on veut, de l'autre, de moi, je n'ai pas à demander la permission de parler de ce que c'est qu'être enceinte et d'accoucher, par exemple. Je n'ai pas à demander la permission d'écrire sur ce que c'est qu'un orgasme féminin. Je n'ai pas la permission de demander d'écrire ce que c'est qu'être un noir. Je n'ai pas de permission à demander sur ce que c'est qu'être gay. Je n'ai pas de permission à demander à qui que ce soit pour parler de ce qui n'est pas moi. Parce que l'écriture, c'est de l'effraction. Et le pire qu'on puisse faire, c'est demander la permission. Parce que c'est à ce moment-là, peut-être qu'on est dans le respect très politiquement correct du monde dans lequel on vit, mais on trahit la création, on trahit l'écriture, on trahit l'enfance qui est en nous et qui s'étonne de tout. Donc, j'avais fait un travail avec les élèves du conservatoire où on avait il y avait un garçon qui était d'origine marocaine et dès qu'il parlait, on avait monté une pièce, c'était littoral, dès qu'il me parlait, c'était toujours bon, tout de suite très beau, parce qu'il est marocain. Et une des comédiennes m'avait dit, mais c'est facile, lui il est marocain, moi je suis normande. Et je leur avais dit, mais peut-être référez-vous à vos ancêtres quand même, les Normands, c'est pas rien.
C'est pas rien, les Normands. Parce que oui, bon, il y a les vaches, il y a les camemberts, mais si on recule et on se relie, et on se dit, on est le dernier, on est l'extrémité de la lignée de ses ancêtres. Si on est l'extrémité d'une ligne, et qu'on recule cette ligne, qui que nous soyons ici, on tombe dans les mythes, on tombe dans les mythes, on tombe dans les légendes, on tombe dans les mouvements, les forces de la nature extérieure, qui que nous soyons. Donc je crois que c'est pas rien être franc, être français, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. On est bien d'accord. Je crois qu'il faut se battre contre cette idée que parce qu'on n'a pas vécu quelque chose il faut vraiment se battre. Et au contraire, il faut se rallier au fragment d'étonnement, de désir et d'envie, et de rentrer par effraction. Merci beaucoup. Il y avait une question aussi. Bonsoir. Merci pour ce moment. Je voulais d'abord vous remercier pour la dernière production que vous avez faite à la Colline. C'était extraordinaire, vraiment. Et donc, il me tarde d'aller voir House, d'Amos Gitaï. Et je voulais vous poser une question à tous les deux. À quoi croyez-vous ? C'est-à-dire que pour votre travail, à quoi vous vous rattachez pour avoir la confiance d'écrire ce que vous écrivez et ce que vous mettez en scène ? Tout à l'heure, j'ai posé la question à Amos. Comment est-ce qu'une idée arrive ? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, il décide qu'il va accorder du temps, de l'énergie ? Comment ça se passe ? Et c'est vraiment différent pour chacun. Pour ce qui me concerne, par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser des pronoms possessifs pour parler de ce que je fais. Par exemple, j'ai beaucoup de difficultés à dire le mot ma pièce ou mon écriture ou mon roman. J'ai pas du tout un sentiment de propriétaire. Voilà. Ça revient un peu à ce que je disais, c'est-à-dire plutôt un sentiment de location ou de rencontre, on va dire. Un peu comme si la meilleure image que j'ai pu trouver, c'est dire la relation que je peux avoir avec une histoire, c'est un peu la relation qu'un arbre peut avoir avec un oiseau. Qu'est-ce qui fait que l'oiseau vient se nicher dans cet arbre-là ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Qu'est-ce qu'il y avait dans cet arbre qui faisait que l'oiseau s'est dit « Ah ben là, je vais être bien ». Donc l'oiseau vient, il se niche. Alors, l'arbre ne se pense pas propriétaire de l'oiseau ne se pense pas propriétaire de l'arbre. Il y a une rencontre entre un oiseau et un arbre, et puis une cohabitation qui fait que l'arbre est très heureux d'avoir cet oiseau qui mange les parasites, qui chante, etc. Et l'oiseau est content parce qu'il est bien. Eh bien, avec une histoire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui se fait avec une histoire, mais une entité invisible qu'on appelle une histoire qui apparaît sous forme de fantasme. Racine Carré m'est apparu sous la forme d'un fantasme. J'étais physiquement en train de peindre, et puis j'ai fantasmé qu'on frappait à la porte, j'ai fantasmé que la porte s'ouvrait, j'ai fantasmé qu'il y avait 5 hommes qui entraient, j'ai fantasmé qu'ils s'assoyaient, et j'ai fantasmé qu'ils me disaient « Bon, ben maintenant c'est à notre tour ». Ce fantasme a pris une fraction de seconde, mais il m'a mis un frisson pas possible. Donc, j'ai commencé par comprendre que ça voulait dire qu'il y avait là une trace de quelque chose. C'est comme un oiseau qui vient de se poser. À partir de là, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est d'avoir un secret au fond. Par exemple, une fois que ça s'est passé, je suis sorti, j'ai rencontré les gens de la colline, etc. Parfois, on a des problèmes à la colline, parfois, ça va mal, on se dispute et tout. Moi, pendant ce temps-là, je me dis juste,
Ouais, mais moi, j'ai une histoire en tête. C'est comme si vous viviez une histoire d'amour secrète. Ça vous donne une force pas possible. Et bien après, il ne faut pas la trahir. Il ne faut pas la trahir. Donc là, on se met à écrire. On se met à... les choses se passent plutôt d'une manière très sensuelle comme ça, en fait. Mais ça, c'est très personnel. C'est vraiment très, très personnel. C'est très affectif chez moi. Moi, j'ai envie de faire plaisir aux acteurs, j'ai envie de leur écrire des trucs qui vont les rendre dingues, j'ai envie, puis ultimement, j'ai envie que le spectateur soit bouleversé, j'ai vraiment envie de donner. Et s'il y avait un verbe qui serait le verbe que j'aime le plus, c'est le verbe donner. Donner, c'est quand même un verbe dingue. Donner, offrir, donner, même quand les gens ne croient plus que c'est sincère, honnête, etc. Ils disent ça. Il y a anguille sous roche, on s'en fout, on donne, on continue, on donne et on donne et on donne et on donne. Et ben ça, je pense, c'est ça qui crée chez moi l'écriture, en tout cas. Je sais pas si Amos. Bonjour à tous les deux. Moi j'ai une question pour vous deux. Je pense que, j'ai l'impression que vous êtes des inventeurs de formes. C'est-à-dire que dans vos travaux respectifs, vous avez certes des histoires à raconter, mais pour cela vous inventez des formes invraisemblables. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, cette capacité à inventer des formes ? Je suis d'accord. Non, je trouve que tout le travail théâtral ou cinématographique de Valère, c'est toujours un rapport narratif et forme. C'est-à-dire, on peut pas... Si je vois un film que seulement les narratives ou les narrations ou les thématiques marchent, mais il n'y a pas de forme, pour moi, ça ne marche pas. S'il y a seulement les formes et le vide des narrations, des thématiques, alors je trouve que cette sorte de dialectique forme et narrative, il est nécessaire. Et je trouve qu'il faut adapter chaque spectacle. Moi, j'ai vu des spectacles de Wajdi que j'ai beaucoup apprécié, et chacun il avait une autre forme. C'est bien. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a des gens qui font toujours la même forme, mais je trouve que il faut vraiment, c'est un truc qui est initié par les... Mais je crois que Wajdi, il a articulé ça beaucoup mieux que moi. Wajdi, go for it. En tout cas, au théâtre, je dirais que la forme est aussi beaucoup... je vais vous donner des points de vue quand même qui sont très importants, mais qui sont importants et sont intéressants, d'autant plus qu'ils sont souvent cachés pour le public. Évidemment, il y a la taille du plateau où on va jouer. Elle détermine quelque chose, elle détermine le décor, la scénographie, voilà. Mais il y a parfois, on dit, ce spectacle, il est en coproduction avec un autre théâtre. Donc s'il est en coproduction avec un autre théâtre, ça veut dire qu'il faut qu'on aille jouer dans ce théâtre. Mais parfois, les plateaux des théâtres ne sont pas du tout équivalents. Vous avez un théâtre qui fait 22 mètres d'ouverture, avec une cage de scène, et l'autre théâtre, il en fait 17 avec peu de profondeur. Bon. Et vous savez qu'il faut que vous alliez jouer là. Ensuite, vous savez qu'aujourd'hui, dans les tournées, quand vous tournez un spectacle, plus vous avez des jours de montage, plus ça coûte cher, moins vous avez de possibilités de tourner, plus ça devient donc un spectacle un peu élitiste, c'est-à-dire il n'y a que les théâtres qui ont les moyens d'acheter ce spectacle-là qui vont être capables de le prendre. Mais les petits théâtres, donc dans certaines régions, les gens n'auront pas le droit de le voir, même si les directeurs ou les directrices ont envie de l'accueillir, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'il faut 5 jours de montage, mettons. Donc on se dit tout de suite, il faudrait que ça fasse 2 jours de montage. Mais 2 jours de montage, ça veut dire que on coupe, hein, on coupe. Il y a aussi le fait que
on est dans des économies maintenant aujourd'hui un peu différentes. Donc on se dit, par exemple, si je prends l'exemple de Racine Carré a été fait presque exclusivement avec des décors de 2 autres spectacles qui ne servaient plus. Le plancher de Racine Carré, c'est le plancher de Tous des oiseaux qu'on a repeint, et les modules qui servaient à faire le spectacle viennent de Fauve. Après, on a rajouté des trucs, etc. Mais bon, on a complètement récupéré. Tout ça, pourquoi on se retrouve à faire ça? On est dans des conversations hyper techniques, hein, mais qui finissent par déterminer énormément la forme. Ils finissent par déterminer énormément la forme. Mais ils ne déterminent pas de manière totalitaire la forme, parce que c'est un dialogue, ça finit par devenir un dialogue. Par exemple, je me dis, ok, bon, il faut que dans ce spectacle-là, ça soit un travelling, il faut que ça soit comment ça s'appelle ça, un plan séquence de 2 heures. Donc il ne faut pas que ça s'arrête. Donc il faut que les panneaux puissent pivoter, tourner, etc. Donc on pense les choses un peu de cette manière-là. Et la forme apparaît presque par accident, c'est-à-dire elle n'est pas déterminée au départ. On a des éléments. On dit, ok, bon, on a 12 chaises, on a 11 comédiens, on a 5 panneaux, on a une hauteur, une largeur, et puis même on a une durée, parce que pendant très longtemps, moi j'avais dit, le spectacle va faire au moins 8 heures. On va dire, ah oui, non, mais on ne peut pas faire 8 heures, parce que si on fait 8 heures, le spectacle va coûter beaucoup trop cher, il faudrait qu'il fasse 6 heures. Je veux dire, moi, si vous me dites tout de suite 6 heures, je ne fais pas le spectacle. Parce que je ne peux pas aujourd'hui vous dire qu'il ne fera que 6 heures. Ok, fais-le, on verra après. Je dis, non, ne me dites pas on verra après, parce que si après vous me dites faut couper, je ne couperai pas. Donc là, il faut tout de suite qu'on le sache. Vous voyez, c'est ce genre de débat que l'on a. Et le théâtre, c'est presque la capacité de gérer ces questions-là. Et de ça, 75% de la forme est conséquente de ces questions et de la manière avec laquelle on les a gérées. Il n'y a pas que ça, évidemment. En amont, on a pensé, on a rêvé, on a vu des films, on s'est dit, tiens, l'Arche russe de Sokourov, ce serait super, gna 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 gna, bien sûr. Mais quand on est sur le plateau avec un panneau qui roule mal, Sokourov, on est juste avec un panneau qui roule mal. Et là, on se dit, bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc ça détermine beaucoup la forme aussi. Bonsoir. J'ai une question pour Wajdi Mouawad. Je voulais savoir, je crois que vous avez fait qu'un seul film, vous avez réalisé qu'un film. C'est une adaptation d'un de vos textes. Et du coup, je trouve que... Voilà, j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas fait plus de films que ça. Finalement, cette expression... je vous retourne la question que vous avez faite à... Pourquoi vous dites que j'ai réalisé un film? Il ne faut pas que vous le sachiez, oubliez cette question. Il ne faut pas le mettre sur votre biographie, alors. Ouais, j'ai réalisé un film, mais c'était vraiment bien, parce que ça m'a permis de comprendre qu'il ne fallait pas que j'en réalise d'autres, quoi. Franchement, hein. Pourquoi, vraiment, justement? Ça m'intéresse. Je vais vous donner un exemple. Je devais tourner un arbre. C'est pas pour rien que je vous ai pris l'exemple de l'arbre tout à l'heure. Donc, on fait un repérage. 6 mois avant le tournage. On arrive, on dit, ça sera cet arbre. Ah ouais, il est bien, ok, très bien. Bon, mais dans 6 mois, il sera en feuille. Ah ouais, ça va être super. Ok, 6 mois plus tard, on se retrouve, il y a l'arbre. Il faut que je pose ma caméra. On dit, ok, Wajdi, comment on tourne l'arbre? Je sais pas, voilà, là, comme ça. Et j'y arrivais pas. Et je me disais, mais merde, j'ai aucune difficulté à faire croire à qui que ce soit qu'une chaise est un arbre. Là, j'ai un vrai arbre, j'arrive pas à le montrer. Et il y a aussi quelque chose dans le cinéma, en tout cas le cinéma dans la manière avec laquelle il se construit, qui pour moi, dans ma manière de travailler, est à l'envers. C'est-à-dire, vous écrivez un scénario, là on dit ouais, non mais attends, on va le soumettre pour savoir. Bon ok, on le soumet, il est refusé. Alors il faut réécrire. Alors on réécrit, ça prend 3 ans. Au bout de 3 ans, on le soumet, il est accepté. Ok.
Ah, on accepte ton scénario, super. Mais on ne te donne pas le budget qu'il faut pour le faire, il faut que tu coupes. Je dis, mais attends, ça fait 3 ans que j'écris. Donc vous vous retrouvez à ensuite couper votre scénario. Et une fois que le scénario est fini, là, vous partez et puis là, on vous dit, bah, voilà, tu as en une journée, il faut que tu tournes telle scène, telle scène, telle scène, telle scène et telle scène. Bah, voilà, tu as 1 mois de tournage. Bon. Et ça a été pour moi un vrai cauchemar. Je me souviens très bien, un jour, on m'avait demandé comment ça va. J'ai dit, le cinéma, c'est un cauchemar qui consiste à faire rêver les gens. Mais pour moi, c'est un cauchemar. Mais ce qui a été formidable, c'est que ça m'a permis de découvrir le montage. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'au fond, c'est de l'écriture. Et le montage son. Après le film, tout mon rapport au son, au théâtre, a été totalement transformé. Et je me suis mis à travailler les spectacles au théâtre, au niveau du son, comme si c'était une bande-son de cinéma. J'ai vraiment agrandi les équipes de son. Le son est devenu vraiment vital dans les spectacles que j'ai faits. Mais je ne referai pas d'autres films parce que c'est... Comment dire, c'est une erreur pour moi de penser qu'à cause des histoires que je raconte, que je devrais faire du cinéma. C'est un piège. C'est un piège. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette question ? C'est très agréable. Non, je trouve que c'est bien que tu parles aussi d'aspect matériel. J'ai beaucoup aimé la façon que tu as décrit les transpositions d'un spectacle, soit un théâtre, un autre. C'est-à-dire que les gens oublient, qu'on parle strictement des idées. Il y a un aspect concret. Bonsoir. Oui, on va prendre peut-être encore 2 questions. Oui. Bonsoir. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour cet échange trop nécessaire à la vue de votre générosité et tout ce que vous donnez. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a plu l'un chez l'autre? J'entends par là, quels sont vos lieux communs et ces divergences que vous appréciez? Et j'ai pas compris la fin de la question, pardon. Quels sont vos lieux communs et ces divergences que vous appréciez? Oui. On a un lieu commun intéressant, c'est que je devrais, si je suis les lois de mon pays, considérer Amos comme un ennemi. Et réciproquement, je crois, d'une certaine façon, d'une manière un peu différente, mais voilà, nos pays ont des frontières ennemies. Alors ça, c'est un lieu commun qui est vraiment, à mes yeux, très très important. C'est-à-dire en étant là, ne serait-ce qu'avec Amos, puis à dire, mettons, à faire « Salut Amos », et ben voilà, je suis hors la loi. Concrètement, je suis hors la loi. Peut-être que nos divergences, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quelles seraient nos divergences. Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, je trouve qu'effectivement, il y a dans cette région il y a une sorte de sensibilité commune. Tu vois. C'est tout. Je crois que le rapport aussi à la... peut-être la nourriture est une chose très importante dans nos pays, dans notre manière... Oui, le hummus, c'est l'origine libanaise. Ouais, ça peut... Au Liban, par exemple, pendant la guerre civile... Si vous venez chez moi à Haïfa, il y a le meilleur restaurant de Haïfa. Voilà. Elle se trouve dans la station essence. Et le propriétaire, il a un parti de sa famille, le Liban, d'ailleurs. Il amène des produits de Galilée, de huile d'olive. S'appelle Maxime. Et c'est vraiment dans la station essence et c'est le meilleur. Je vous invite. Mais je trouve que ça, quand on aborde la question de la nourriture, évidemment c'est drôle, etc. Mais c'est tellement vital, c'est tellement chaleureux, c'est tellement un lieu de rencontre, la nourriture. Et d'ailleurs, dès qu'on va au pays ou qu'on revient, on apporte de la nourriture.
même si c'est pas grand-chose, c'est le za'atar, c'est le houmous, c'est le machin. Oui, j'ai encore une za'atar. Voilà. Moi, j'ai un système pour corrompu. Wajdi, je l'amène chaque fois une livraison des za'atar, des galilettes. Et ouais, ça c'est vraiment un truc très important. La nourriture était très importante pendant la guerre civile. C'est ce qui a fait tenir les gens. C'est le fait de pouvoir continuer à faire des petits plats, même pendant les moments les plus difficiles. Le fait de pouvoir faire le taboulé, de faire le houmous, le babaranouj, etc., le machin, et de pouvoir les partager. À Beyrouth, par exemple, comme quand j'avais été à Tel Aviv, je l'avais vu, il y a des tables et des chaises dans la rue, on ne sait pas à qui ils appartiennent, en fait ils appartiennent à personne. Ce sont juste des tables et des chaises où les gens s'assoient et discutent. C'est même pas des bancs, c'est des tables et des chaises qui sont là, qui sont posées un peu partout. Il y a quelque chose là-dedans qui est... peut-être un autre lieu commun, c'est qu'en effet, il y a une prodigieuse présence de politiciens malhonnêtes et véreux, épouvantables. En tout cas, je parle de mon point de vue, de mon pays à moi, enfin, des gens qui sont vraiment des vrais assassins. Voilà. On devient similaire. C'est vraiment un lieu commun, ouais. Et puis, il y en a plein, en fait. Mais les divergences, j'en vois pas trop. Moi, j'avais un oncle qui me disait, qui était un homme qui faisait beaucoup d'affaires. Il me disait, j'ai quand même hâte que la paix soit signée avec les Israéliens parce que j'ai beaucoup plus envie de faire des affaires avec les Juifs qu'avec les Juifs israéliens, qu'avec les Européens, par exemple. Il dit, parce que tu comprends, quand on se retrouve puis qu'on fait des affaires, on devient très riche très vite parce qu'on a la même conception économique, la même manière de partager les choses et la même façon de se faire confiance. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai une famille de représentants commerciaux. Hein, ils ont passé leur temps à faire des affaires et tout. Ils pensaient qu'à l'argent, ils faisaient de l'argent et tout, du côté de ma famille. Et puis, il y avait ce voisin à côté avec lequel ils n'avaient pas le droit de travailler, avec lequel ils rêvaient de pouvoir travailler. C'est cette convivialité interdite qui est quand même assez bouleversante, en fait. On va prendre une dernière question. Alors, je vous laisse choisir. Bonsoir. J'avais une petite question. J'ai pu lire et voir beaucoup de vos œuvres, Wajdi. Et du coup, je me demandais si, lorsque vous avez une idée d'écriture de nouvelles pièces ou autre, vous accordez la même importance au décor et à la scénographie, ou si vous pourriez jouer un spectacle de 6 heures, par exemple, sur un plateau nu, avec juste la puissance des mots que vous écrivez et que vous dites lorsque vous jouez, justement. Je viens de là, je viens exactement de cet endroit-là. Ça, c'est vraiment mon origine. C'est-à-dire, ma conviction était que si la pièce n'était pas capable de créer, d'être un espace de transformation majeur pour le spectateur, une métamorphose émotive phénoménale sous les néons dans une salle de répétition, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Je viens de là, c'est-à-dire c'est sûr que j'allais dire, je suis un des multiples enfants de Peter Brook et de cette fameuse phrase, je peux prendre n'importe quel espace vide, l'appeler théâtre, il suffit que quelqu'un le traverse pendant que quelqu'un d'autre le regarde pour que le théâtre existe. Cette phrase qui ouvre l'espace vide de Peter Brook, cette phrase est un miracle. Cette phrase est un des grands dons que quelqu'un a fait à l'humanité, parce qu'elle dit une chose, elle dit le théâtre ne dépend que d'un mystère qui est celui de l'humain, avec l'humain, point. C'est une phrase qui donne le pouvoir à l'adolescent tout seul dans sa chambre qui dit « je vais faire une pièce de théâtre ». C'est une phrase politique puisqu'on voit que du coup, même des pays qui n'ont pas les moyens peuvent faire du théâtre. Donc voilà, cette phrase-là, moi je viens de cette phrase-là. Je viens d'une autre phrase d'un philosophe grec qui s'appelle Yann Patočka qui a dit « la solidarité des ébranlés ». Cette expression m'a permis de comprendre qu'au fond...
voici ce qui peut nous unir au-delà de qui nous sommes, de nos professions, etc. C'est le fait que nous soyons ébranlés par la situation, qui que nous soyons. Et Patočka disait que ce qui peut unir deux ennemis, c'est l'ébranlement qu'ils ressentent à avoir un ennemi en face d'eux. Cette phrase m'a bouleversé, cette idée m'a bouleversé. Moi, je viens du Christ, c'est-à-dire rien n'est plus beau que de donner sa vie à ses amis. Vous êtes mes amis, je vais vous donner ma vie. Voilà, je viens de ces paroles-là, et j'ai décidé, enfant, que j'allais les appliquer à la lettre. Voilà. Donc après, à l'intérieur de ça, parfois je me dis, ce serait quand même bien de faire un spectacle où le décor est vraiment important. Ou sans le décor, on ne pourrait pas faire le spectacle. Donc ça donne Seul, ça donne quelques spectacles, Inflammation du verbe vivre. Mais régulièrement, je reviens à ses origines, qui est un acteur, un texte, un spectateur. Donc Tous des oiseaux, Racine carrée du verbe être. Évidemment, si le décor est là, tant mieux, c'est plus amusant. Mais ça peut marcher sans le décor. Ça peut marcher. Et je le dis avec le grand respect que j'ai pour mon ami Emmanuel Clolus, qui, je crois, s'il était là, ne me contredirait pas complètement. Il dirait peut-être, il nuancerait, mais il me contredirait pas complètement. Mais en tout cas, je viens de là. Merci beaucoup. Bon. Alors, merci pour votre merveilleuse présence. Merci beaucoup, Amos. Donc, voilà. Et il y a le spectacle donc, qui joue jusqu'au... En tout cas, c'est écrit dans le programme. Voilà. Et puis, il y a les films. Et puis, il y a la suite, la masterclass que Amos va donner. Et puis, la suite de nos rencontres à la colline ou ailleurs. Merci beaucoup.